RMC 13h07, vous retrouvez Carrément Brunet. Eh oui, bonjour Éric Zemmour. Vous représentez beaucoup de choses, Éric, pour bon nombre de nos concitoyens orphelins d'une pensée de droite. Pour moi, par exemple, vous demeurerez toujours le journaliste par qui l'irrévérence s'est invitée sur les plateaux de télévision, dans une planète médiatique assez convenue, dans un monde où tous les éditocrates, cette espèce de ces révoltés de cours de récréation écrivaient peu ou prou les mêmes choses, eh bien Zemmour a montré son petit museau amusé. Et vous qui m'écoutez là chez vous, sur Internet, dans votre voiture, à la radio, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois seulement, nous attendions tous le Zemmour du samedi soir chez Laurent Ruquier sur France 2 comme une pâtisserie, une religieuse au chocolat gourmande et crémeuse. Éric, vous aviez un parfum d'interdit, et pour continuer dans la métaphore pâtissière, vous étiez comme une tarte tatin offerte à des téléspectateurs souffrant d'hypercholestérolémie. On en prenait, on en reprenait avec délectation, mais les jours suivants, au bureau, on ne disait à personne qu'on avait aimé. Vous étiez, Éric, une jubilation interdite. Moi, je vous aimais comme un cousin proche, comme un demi-frère, et voilà qu'un soir, patatras, il y a quelques mois, je vous vois sur un plateau de télévision prophétiser l'échec de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles. Vous repreniez à votre compte, vous, Éric Zemmour, les jérémiades, les antiennes de tous les journalistes sarcophobes, les banalités d'usage de ces révoltés de comptoir sur le président des riches, sur le président bling-bling, sur le président qui divise. Ah, on l'entend souvent, celle-là. J'ai jamais dit ça, le moi. président qui divise. Oui, mais vous étiez un petit peu dans ce territoire-là. On va en parler tout de suite. Et autant vous l'avouer, ce jour-là, Éric Zemmour, je me suis senti un peu seul. Voilà, je me suis senti un peu seul. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous publiez Le Bûcher des vaniteux chez Albin Michel. C'est un journal de bord, vous le dites vous-même, un journal de bord de cette année préélectorale qui est fascinante, un recueil de vos chroniques radio qui est fascinant, avec quelques chroniques originales d'ailleurs que vous avez écrites sur les candidats à l'élection présidentielle à la demande de votre éditeur Albin Michel, et on va en parler de ce bouquin bien sûr, et on parlera aussi de Nicolas Sarkozy, l'homme sur lequel nous avons un profond désaccord, puisque vous considérez, on peut le dire, qu'il a perdu cette élection. Faut pas jouer au prophète, on ne sait jamais. Une élection n'est jamais perdue, c'est comme un match de foot, mais je vous reprendrai dans ce que vous dites. C'est amusant parce que j'ai pas l'impression d'avoir employé les arguments des anti-sarkozystes. Les anti-sarkozystes, vous dites il est trop à droite, ils vous disent c'est le président des riches, ils vous disent il a divisé, il joue les Français contre les immigrés, les riches contre les pauvres. C'est pas ça, c'est pas du tout ce que je dis moi. Alors vous allez nous le dire dans une petite seconde. Voilà, très intéressant. C'est le match Éric Zemmour versus Éric Brunet. Et bonjour Alice Desgorces. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Et bonjour à tous. Comme tous les jours, vous participez au Brunet-Métrie, ça se passe sur rmc.fr. Pour participer, c'est simple, vous cliquez sur la tête d'Éric Brunet. Selon vous, Éric, Nicolas Sarkozy s'est bien replacé hier lors de son meeting à Villepinte pour l'emporter. Pour le moment, c'est l'égalité parfaite. Vous êtes à 50% carrément d'accord et à 50% carrément pas d'accord. On vous attend sur rmc.fr pour le Brunet-Métrie. On vous attend également au 32-16, Éric, pour la queue du Mickey. Et oui, vous êtes indécis, vous faites partie des 15-20% de Français qui ne savent pas pour qui voter. Eh bien, vous nous dites qui ces dernières heures, ces derniers jours a, selon vous, remporté la queue du Mickey, attrapé la queue du Mickey dans le grand manège électoral. C'est notre petit rendez-vous d'une minute avec les indécis. À tout de suite. J'ai compris que le président de la République est plus attaqué, caricaturé, critiqué que n'importe qui d'autre, qu'il fallait l'accepter et surtout qu'il fallait tenir. Tenir encore, tenir toujours, tenir envers et contre tout. RMC, Carrément Brunet. RMC, intégrale présidentielle, Carrément Brunet, Éric Brunet. Mon invité s'appelle Éric Zemmour. Rebonjour Éric. Bonjour. Je défends aujourd'hui l'idée que Nicolas Sarkozy s'est bien replacé pour l'emporter. Vous êtes 50% à être d'accord avec moi et 50% à être en désaccord avec moi. Il y a beaucoup de votes ce matin. Vous votez sur rmc.fr, c'est gratuit. Éric Zemmour, pendant ce petit portrait tout à l'heure, quand j'ai dit que j'étais surpris, étonné, même un peu attristé de vous voir prophétiser il y a quelques mois la défaite de Sarkozy, j'ai dit que vous rejoigniez ainsi
partie, la cohorte des éditocrates, râleurs, chafouins, sarcophobes, on sait que la moitié, les trois quarts, qu'est-ce que je dis, 80% de la planète pensante et médiatique est contre Sarkozy. Vous m'avez dit, oui, mais attention, moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Alors, expliquez-moi vos raisons. C'est très simple. En fait, d'abord, ça fait 1 an que je dis, normalement, quand j'emploie le mot normalement, vous allez comprendre. Normalement, il a perdu. Quand je dis normalement, ça veut dire la crise démolit tous les gouvernements sortants en Europe. Donc, il serait normal, entre guillemets, logique, que lui aussi, à son tour, perde. Ça, c'était l'analyse de fond. Et deuxièmement, et c'est là que je crois que ça peut vous intéresser, il va y avoir, imaginons qu'il perde. Il peut effectivement sauver sa présidence et gagner finalement à l'arraché. Tout est possible. Mais logiquement, imaginons qu'il perde dès le soir de sa défaite, il y aura une bataille dans le monde médiatique, politique, pour savoir pourquoi il a perdu. Et vos amis, que vous appelez drôlement les éditocrates, c'est ça, c'est assez drôle, vont tous dire, d'ailleurs avec aussi une grande partie de l'UMP, d'Alain Juppé à Ramayad, en passant par Borloo, etc., ils vont tous dire il a perdu parce qu'il était trop à droite. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. Je vous l'explique en 2 mots. Je pense qu'en 2007, il a fait une campagne très intelligente, très fine. D'ailleurs, c'était une double campagne. Il y avait une campagne pour les élites, et c'était un discours européiste, mondialiste. En gros, comment adapter la France au modèle américain qui marchait à l'époque très bien. Et une deuxième campagne pour les électeurs populaires, qui était... Si vous votez pour moi, je ferai un lepénisme raisonnable, un lepénisme digéré, gouvernemental, si vous voulez. Un visage humain. Exactement, et surtout qui ne soit pas seulement tribunicien, qui ne soit pas seulement une posture d'opposant. Un peu comme Mitterrand avait fait avec les communistes. Je ferai une espèce de communisme à visage humain, vous savez, avant, dans les années 70. Et ben là, c'était la même chose. Et je continue à penser que les électeurs populaires, ouvriers qui ont voté pour Sarkozy, lui en veulent de ne pas avoir fait ça. Exactement. Et qu'aujourd'hui, quand il reprend, par exemple hier, il a fait un très bon discours. Le cœur de son discours, c'était la remise en cause de Schengen. Vous serez d'accord avec moi, qui serait un événement que moi, pour lequel je plaide depuis des années. Cette sortie de Schengen, c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire du lepénisme gouvernemental en position de le faire. Et l'électorat populaire va lui dire mais ça fait 5 ans qu'on t'attendait. N'était-il pas Éric Zemmour? Est-ce qu'il n'était pas plus important de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de prendre la France comme un consultant prendrait une entreprise qui est défaillante, et de dire mais je vais réformer cela, je vais m'attaquer à cela, je vais m'attaquer à tel territoire, je vais faire Pôle Emploi en faisant la fusion des ACDIC et de la NPE, je vais faire tout ce que personne n'a fait pendant 20 ans. C'était là le plus important. Pas pour moi. Moi je pense que par exemple, remettre en cause Schengen, c'était beaucoup plus important que regrouper la NPE et les ACDIC. Vous voyez, c'est des choses, ça dépend les priorités qu'on se donne. Après, on peut discuter, mais en tout cas, je pense que pour l'électorat populaire, c'était beaucoup plus important. Et que le fait qu'il ne l'ait pas fait, quand même, vous savez que simplement, il dit il y a trop d'étrangers en France et sous son mandat, il y a 200 000 entrées légales, je ne parle même pas des illégaux, qui rentrent tous les ans, c'est-à-dire... Alors ça dépend comment on prend... Vous savez très bien qu'en France, il n'aurait pas pu faire baisser cette statistique. Mais il aurait pas pu faire ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi il n'aurait pas pu? Moi, je vais vous dire pourquoi. Le poids des corps intermédiaires, de la sous-culture, de l'administration française, des médias, de tout le monde qui l'ont empêché. Non, ils ne l'ont pas empêché. Ils l'auraient insulté, ils l'auraient traité de fasciste, de nazi. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez bien que je reçois les mêmes insultes. Mais je vais vous dire pourquoi ils ne peuvent pas. Parce que il y a des conventions internationales qui ont été signées n'importe comment dans les 30 dernières années, ratifiées n'importe comment sur un coin de table dans l'Assemblée avec 10 députés présents dont tout le monde se fout, et qui nous obligent à recevoir tous ces étrangers au nom du regroupement familial, etc. Ce sont ces conventions internationales qu'il faut dénoncer. Vous savez, j'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur, Coude-Guéant, et en privé, il me donne raison. Il me dit, mais ce n'est pas possible autrement. Donc, il fallait affronter l'Europe. C'est tout non, on est dans... Vous avez raison quand vous montrez l'hydre médiatique, mais le combat idéologique avec les médias et avec la bien-pensance se double d'un combat juridico-politique avec Bruxelles. Avec Bruxelles, exactement. Énormément d'appels au 32-16. Tiens, Jean-Claude m'appelle du département de la Savoie où il exerce une profession libérale. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Claude, de ce débat? D'abord sur ce Sarkozy, est-ce qu'il s'est bien replacé pour l'emporter? Qu'en pensez-vous? De toute façon, pour moi, c'est négatif, c'est non. Je pense que les gens aujourd'hui se sont totalement ou pratiquement positionnés. On est à très peu de jours des élections. Ils voteront, beaucoup d'entre eux voteront Hollande pour ne pas voter Sarkozy, ou éventuellement certains d'entre eux iront sur Bayrou ou sur Mélenchon, mais avec le risque qu'ils ne veulent pas quand même courir le fait de se retrouver comme en 2002 avec un candidat et Le Pen. Marine Le Pen éventuellement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour la deuxième chose, je pense que c'est terminé pour Sarkozy. Il le sait. Annoncer que d'ailleurs si je ne réussis pas, si je ne suis pas élu, je me retire de la politique, c'est déjà, c'est pas un effet d'annonce, c'est déjà reconnaître implicitement que c'est terminé. Alors c'est les dernières cartouches qu'il est en train de tirer. Mais Schengen, mettre en cause Schengen aujourd'hui, c'est une véritable fumisterie. Vous pensez comme Zemmour qu'il aurait dû faire ça en 2007-2008? Mais bien sûr, mais il est en train de nous proposer mais c'était révolutionnaire. des choses qui auraient dû être faites il y a 5 ans. Mais non, on arrête un peu. Il sait vraiment nous prendre pour des cocos, pour des moins que rien. Des propositions qu'il est en train de faire ne peuvent pas être mises en place. En ce qui concerne l'Europe, on n'est pas tout seul, on n'est pas les maîtres de l'Europe. Parler de Schengen aujourd'hui, c'est vraiment un effet d'annonce. Non, parce qu'Éric Zemmour dit que c'est possible de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Là, c'est possible de dire, on sort de l'espace Schengen dans un an, terminé, nous, on embauche des douaniers partout, y compris dans les trains, partout, et hop, on redevient un pays. Brunet, le Danemark l'a fait. Oui, je sais, vous avez raison, mon cher Zemmour. Et personne n'a rien dit. C'est vrai. Le Danemark l'a fait, et on n'a pas, selon vous savez, la plaisanterie célèbre de Chirac, Bruxelles n'a pas déclaré la guerre au Danemark. Et, alors, effectivement, votre question est la bonne. C'est pas rien que d'affronter Bruxelles, c'est la politique de la chaise vide du général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est ça qui est en cause. Et il n'a pas osé le faire. Pourquoi il n'a pas osé le faire? Pour 2 raisons. D'une part, parce qu'au fond de lui... Il n'aime pas déplaire, déjà. Il n'aime pas déplaire. Vous avez tout à fait raison. Il ne peut pas lutter contre l'opinion publique pendant trop longtemps. Absolument. D'ailleurs, sur les Roms, il a cédé, en vérité. Vous vous souvenez, le grand discours, quand Viviane Reding, la commissaire européenne, l'a traité de nazi, ce qui était grotesque et indigne. Il n'empêche que finalement, c'est lui qui a cédé. Et, si vous voulez, il ne veut pas affronter l'Europe parce qu'il est européen. Il ne veut pas être celui, et après tout, on peut trouver ça légitime. Moi, je suis en désaccord, mais on peut trouver ça légitime. Il ne veut pas être celui qui détruira la machine européenne. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que, dans ses soutiens, il y a, sans reprendre l'antienne du président des riches qui est ridicule. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais en revanche, il y a des soutiens, je dirais, comment vous dire, dans les puissants, symbolisés si vous voulez par Alain Minc, pour aller vite et pour faire un peu caricatural, qui eux sont pour l'Europe, sont pour la mondialisation, trouvent très bien d'utiliser les 200 000 immigrés légaux, sans compter les illégaux, pour payer moins cher et pour faire pression à la baisse sur les salaires. Vous comprenez, il y a dans ces soutiens une contradiction que j'avais déjà, si vous vous souvenez, pointée en 2007, entre ces soutiens puissants et ses soutiens populaires. Et il a magnifiquement en 2007 fait la liaison entre les deux, mais dans sa politique, les contradictions sont apparues beaucoup plus cruellement. Allez, on prend encore un auditeur au 32-16, Jean-Paul, qui m'appelle du Loiret, il est conducteur de travaux, il a 32 ans. Jean-Paul, on vote sur rmc.fr. Pensez-vous que Sarkozy s'est bien replacé au meeting de Villepinte hier, avec Schengen, avec l'Europe, en plaidant pour ce nouvel idéal européen, pour l'emporter, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Zemmour, ça sent mauvais? Oui, bonjour Monsieur Zemmour, bonjour Monsieur Brunet. Déjà, je voulais dire, ça fait plaisir de vous avoir parce que vous êtes un peu les pandas de la radio, quoi, on va dire, enfin les pandas des médias. Parce que vous faites partie des rares encore médias de droite qu'on peut trouver en France. Pas médias, polémistes. Journalistes, quoi. Non, on est des médias nous tout seuls. On est des médias nous tout seuls. On a l'impression, c'est vrai qu'en France, il n'y a que des médias de gauche. Et enfin moi, depuis que j'ai été électeur de Monsieur Sarkozy
il y a 5 ans, et c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai l'impression de plus être en démocratie, puisque tout ce que fait M. Sarkozy, tous ceux qui ont voté pour M. Sarkozy sont des gens mauvais. De toute façon, depuis le début, on est, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a été élu démocratiquement, puisque dès le début, je me rappelle de Ségolène Royal qui appelait aux émeutes dans la rue, quoi. Bref, donc moi, il y a une phrase qu'il a dit à son meeting, M. Sarkozy, qui a dit de toute façon, je serai critiqué et je m'en moque parce que moi, je veux dire la vérité, je veux aller aux choses utiles. Et c'est ça qui m'a plu, comme beaucoup de choses. Et je pense que de toute façon, plus Monsieur Sarkozy est critiqué, comme c'est le cas depuis X années, plus ça lui fait faire des électeurs. C'est un peu comme le Front National à une certaine époque. Plus il était diabolisé, caricaturé, plus ça lui faisait faire des électeurs. Ouais. Et moi, plus on attaque Monsieur Sarkozy, plus ça me donne de la hargne pour aller essayer de convaincre des gens de voter pour lui, quoi. Mais merci beaucoup, Jean-Paul. Éric Zemmour, franchement, ne me dites pas, je sais que entre nous, il y a ce truc terrible qui n'est pas un ruisseau, qui est un fleuve. Je suis plutôt libéral et j'aime l'économie de marché, et je sais qu'au fond, vous aimez ce que vous appelez le capitalisme à visage humain, familial, de papa. Mais est-ce que c'était pas indispensable, tout ce qu'il a mis en œuvre, ces centaines de réformes que d'ailleurs il est lui-même aujourd'hui incapable d'expliquer aux Français? C'est malheureux. Non, mais c'est malheureux parce que c'est un mauvais communicant. Mais en réalité, il a œuvré honnêtement avec l'obsession de la réforme. Il a réformé un pays irréformable. Et si ça, c'était pas un tour de force encore bien plus important que celui que vous décrivez tout à l'heure. Mon cher Brunet. Ouais, je vous écoute, mon cher Zemmour. Vous n'avez pas tort. Je veux dire par là qu'il avait un projet en 2007 qu'on peut appeler réformateur, qu'on peut appeler modernisateur, qu'on peut appeler aussi, et c'est pas incompatible, l'adaptation de ce vieux pays à la mondialisation et au modèle qui marchait, le modèle libéral. Je dis ça sans mépris ni ironie, vous comprenez ce que je veux dire, sans polémique. Le modèle libéral qui fonctionnait très bien depuis 20 ans, en tout cas, qui paraissait fonctionner très bien. Et donc, il a commencé à faire ça. Le problème, c'est qu'il y a eu la crise de 2008 qui a fait exploser ce modèle. Et donc, il s'est retrouvé... Est-ce que la crise de 29 a tué le capitalisme mondial? Non, oui, non, Brunet, le capitalisme mondial a tel toussé... qu'il fonctionnait au 19e siècle, Brunet. Oui, Non. Le capitalisme tel qu'il fonctionnait au 19e siècle est mort en 29. Mais non. La preuve, c'est que le communisme est mort parce qu'il a tué 100 millions de... Le capitalisme n'a pas déporté. Le capitalisme... Il n'y a pas eu de camp de concentration. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un tout sautement à l'échelle de l'histoire. Un éternuement. C'est un éternuement. Pardonnez-moi, Brunet. Non. Il y a eu la fin du capitalisme du 19e siècle est mort avec la crise de 29. D'ailleurs, à partir de 29, il y a eu ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire un début, un nouveau style de colbertisme économique, avec Roosevelt, avec en 45 le général de Gaulle, avec les années 60 cet étatisme français. Et avec Hollande peut-être, Hollande qui va s'inscrire là-dedans alors. Non, Hollande ne s'inscrit justement. C'est le problème des socialistes, c'est que les 30 ans qui viennent de se passer, en fait la social-démocratie à la française, vous voulez que je vous dise, ça n'a jamais été les socialistes. C'était le général de Gaulle et Georges Pompidou paradoxalement et Giscard. En fait, Mitterrand à partir de 83 a détruit la social-démocratie, en tout cas ce qu'il y avait de bien, il a gardé ce qu'il y avait de mauvais. C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons donc, pour en revenir... On a la gauche la plus à gauche d'Europe. Oui, mais ça a toujours été comme ça, Brunet. Depuis 100 ans, ça a toujours été comme ça. Au temps de Jaurès et de Jules Guesde, déjà avec les Allemands, c'était déjà la discussion. Donc ça a toujours été comme ça. Mais la différence aujourd'hui, c'est que leur gauche mouline dans le vide. Parce que en même temps, et c'est ça leur contradiction à eux, c'est que leur soumission à l'idéal européen leur fait avaler, des boas. C'est pas des couleuvres, c'est des boas. Et que depuis 20 ans, ils se sont reniés. Et c'est pour ça que l'électorat populaire ne vote pas pour eux. Vous comprenez? Ils ont chaque camp a sa contradiction et son paradoxe. Ouais. Je reçois aujourd'hui Éric Zemmour. Il est 13h28. Vous êtes sur RMC. On fait un petit point avec Alice Desgors sur le Brunet-Métry. Ça se passe sur rmc.fr. Je rappelle que selon vous, Éric Brunet, Nicolas Sarkozy s'est bien replacé pour l'emporter à l'élection présidentielle. À l'instant, sur rmc.fr, eh bien, c'est toujours 50-50. Ah ben, c'est incroyable, ce truc-là. On a eu un petit 51-49 et c'est repassé à 50-50. Vous me promettez que vous ne truquez pas les chiffres pour pas me faire perdre
la face devant Zemmour. Je n'y crois pas. non. Moi, je pense qu'il y a le truc, les chiffres, pour ne pas vous faire Non, parce que j'ai la page internet sous les yeux et ça serait une combinaison trop compliquée à monter. Vous êtes nombreux à voter sur rmc.fr, c'est gratuit, vous votez sur le site rmc.fr, vous avez une icône à droite et vous me dites ce que vous pensez de Sarkozy. Dans un instant, on retrouve Éric Zemmour et on parlera du bûcher des vaniteux, son livre, et on continuera bien sûr à parler de la campagne. À tout de suite. Je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité, parce que c'est ma conviction, parce que c'est ce que chacun de vous pense au fond de soi, sans oser le dire. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont pour rendre la parole politique crédible dans notre pays. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Tous les jours sur RMC, Bourdin & Co, Bourdin 2012, Les Grandes Gueules, Carrément Brunet, 4h30, 14h, c'est l'intégrale présidentielle. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation. Ils doivent être révisés. On ne peut pas laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux. Si je devais constater que dans les 12 mois qui viennent, il n'y avait aucun progrès sérieux dans cette direction, alors la France suspendrait sa participation aux accords de Schengen jusqu'à ce que les négociations aient abouti. Voilà un petit extrait de Sarkozy hier au meeting de Villepinte. 60 000 personnes qui participaient à ce meeting selon le Figaro. Les RG diront sans doute moins. Vous avez vraiment une plume amusée, tantôt féroce, Zemmour. C'est extraordinaire. Alors, je me suis régalé, bien évidemment, en lisant votre livre, Le bûcher des vaniteux, Le bûcher des vaniteux, qui est sorti chez Albin Michel. Parce qu'au fond, cette campagne électorale, pendant la pub, vous me disiez, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Vous l'avez suivi au jour le jour. On en voit d'ailleurs tous les héros dans vos portraits, dans votre livre, dans vos chroniques, qui s'appellent Montebourg, il s'appelle Guérini dans les Bouches-du-Rhône, il s'appelle Claude Guéant, il s'appelle l'espace Schengen, il s'appelle Anne Sinclair, il s'appelle Tron, Georges Tron, tous les héros de cette année. Vous aurez remarqué, c'est très intéressant parce que l'année 2011 a été une année charnière qui nous a complètement, vous avez raison, qui nous a préparés de façon, c'est rare que ça soit à ce point. Si vous voulez, l'année 2011 nous a préparés à cette année présidentielle. On croyait que la grande année, ça serait 2012. Évidemment, c'est l'année spectaculaire puisqu'il y a la campagne, etc. Mais l'année 2011 a été une année charnière où c'est ce que j'explique, tous les vaniteux se sont effondrés. Tous ceux qui nous prétendaient avec arrogance qu'ils étaient dans le vrai, dans la raison, vous voyez, on nous disait l'euro c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est fait pour la prospérité, le bonheur, etc. Et puis là, on nous a dit peut-être qu'il a été mal conçu, peut-être qu'il a été mal construit. Pareil pour les dictateurs arabes, on nous disait ils sont là pour 100 ans, sinon c'est la catastrophe, etc. Ils sont tombés. Et puis après, on a dit oui, mais alors ça va être l'islamisme qui va arriver. Et on nous a dit mais non, pas du tout, vous inquiétez pas, c'est la démocratie. Et hop, l'islamisme a gagné partout. Regardez Strauss-Kahn, c'est encore plus extraordinaire. Aujourd'hui, Hollande n'est le potentiel président que parce que Strauss-Kahn s'est effondré tout seul pendant cette année folle. Sinon, il n'était évidemment pas choisi par les électeurs socialistes. Vous voyez, c'est une année assez étonnante et c'est pour ça que Mais elle est trépidante et passionnante. Passionnante. D'ailleurs, même cette campagne électorale, elle fait émerger des tribuns dont vous parlez à longueur de page, qui n'ont pas eu l'équivalent lors des campagnes précédentes. Un Mélenchon, il était éblouissant. Même Hollande, que je trouve magnifique, Hollande à la tribune, il est remarquable. Vous avez raison. On redécouvre là depuis 2 meetings un Sarkozy de première bourre. Marine Le Pen ne laisse pas sa part aux chiens. Ils sont tous fabuleux. Je suis très étonné de voir des sondages qui nous disent 70% des Français trouvent que la campagne n'a aucune allure. C'est pas vrai. C'est une des plus belles qu'on ait eues, avec une gauche de gauche et une droite de droite, comme jamais. Parce que vous ne parlez pas de la même chose, je pense. C'est-à-dire que vous avez raison. Vous voyez esthétiquement, et vous avez raison. Il y a des talents comme il n'en a en tout cas jamais autant depuis très longtemps.
Et le niveau avait baissé. Et là, il y a entre Mélenchon, Hollande, Sarkozy et Marine Le Pen des gens qui reviennent à une qualité de tribun à l'ancienne, qui sont vraiment talentueux. Mais en revanche, là où les gens ont raison, c'est que il n'y a, si vous voulez, il n'y a pas la campagne n'est pas conceptualisée. Les gens font des coups, les candidats font des coups. Il n'y a pas dans aucun des camps une conception, voyez, du destin national, etc. Moi, je pense que c'est parce que le président de la République, qui autrefois devait être le roi, voyez, choisi par le peuple au suffrage universel, comme les rois étaient jadis oints par l'huile sainte à la cathédrale de Reims. Ouais. Et je pense qu'il n'est plus le souverain. Le président de la République n'est plus le souverain, il n'est plus le roi, avec la mondialisation, l'Europe, la décentralisation. Et je pense qu'il n'est plus qu'un gouverneur de grandes régions, ou au mieux un premier ministre. Et que la qualité, comment vous dire, non pas esthétique, parce que vous êtes un esthète, mais je vous remercie, Zemmour. Mais la qualité, comment vous dire, idéologique, ouais. Oui, empathie. Vous déçoit, oui. Voilà, empathie. Vous dites ça parce que vous avez Sarko dans le pif. Non, pas du tout. Je vous assure que non. Non, je vous assure que non. Alors, je reviens sur votre bouquin, le bûcher des vaniteux, pardon, décidément. Si vous restez pas collé à la politique, il y a quelques pages, là, je pense vous avez écrit ça en juillet 2011. C'est une de vos chroniques radio, hein. La malédiction des Grimaldi. Je me suis régalé, bien sûr. Je peux lire quelques lignes comme ça. Leur ridicule leur colle à la peau. Ils font des efforts. Pourtant, ils s'achètent une conduite. En vieillissant, ils ont mis un phare de dignité sur leur frasque de jeunesse. Mais rien n'y fait. Les Monacos sont irrésistiblement réduits à leur statut de principauté d'opérette, entre gala et voici, entre glamour et scandale. Voilà, ça c'était à l'occasion du mariage. Hein. Et vous parlez aussi de l'affaire Guérini. Qui est-ce qui vient dans la voiture jaune de Oui Oui C'est qui? C'était Martine Aubry. C'est Martine Aubry. Voilà, c'est ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. La voiture jaune de Oui Oui l'a conduit jusqu'à Marseille et l'a ramené rue de Solferino pour raconter son édifiante histoire à Martine et aux garçons. Et tout le monde est reparti heureux dans le joli monde des contes pour enfants. On se souvient pourtant qu'il y a quelques mois, Dame Martine n'avait pas eu semblable mansuétude maternelle pour la Fédération de l'Hérault qui avait été dissoute. Grosse affaire. Vous avez suivi l'affaire magnifique, là vous parlez de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, c'est éblouissant. Pourquoi est-ce que nos confrères journalistes parlent si peu du Pas-de-Calais? On nous a raconté Nicolas Sarkozy allant presque chercher les enveloppes chez Madame Bettencourt. Bon, on a bien vu, c'était très imagé, on y allait dans la métaphore, mais là en revanche, je trouve qu'on est un peu plus discret là, on va se retrouver. Évidemment que on sait bien, vous et moi, que nos confrères sont de gauche à 80% au minimum, et que évidemment c'est deux poids deux mesures. Mais je ne rêve pas alors, Éric Zemmour. Non, vous ne rêvez pas. Franck m'appelle du Val-de-Marne où il est courtier en immobilier. Bonjour Franck. Bonjour Aude et Eric, ça fait plaisir de retrouver un plateau non pas télévisé et radio où il y a deux Eric. On est malheureusement un petit peu orphelin de cette émission du samedi soir. Ouais, moi je voulais revenir. Merci. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Éric Zemmour sur ce qu'a dit hier Nicolas Sarkozy à son meeting sur les accords de Schengen et les flux migratoires. Déjà la première chose, même s'il y a 200 000 aujourd'hui nouveaux arrivants en France, donc ce qui est beaucoup plus qu'à l'époque où il y avait la gauche au pouvoir, il faut savoir qu'il y en a à peu près 100 000 qui sont reconduits aux frontières. Non. Donc on arriverait plutôt... Zemmour n'est pas d'accord. Non, j'ai les chiffres, c'est pas vous parlez pas de la même chose. Pardonnez-moi, je vous interromps. Non, il y a 200 000 entrées légales. D'accord. Voilà. Ah, oui, et il y a en plus quelques centaines de mille d'entrées illégales. Et on en arrête, je connais tous les chiffres parce que j'ai lu les rapports parlementaires là-dessus, on en arrête 100 000. Et ça, Brunet va être content, c'est depuis qu'il y a Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Parce qu'avant, on en arrêtait au mieux 25 000. Donc Brunet aura raison de louer Sarkozy. Mais on n'en expulse que 30 000 parce que les juges en libèrent la moitié des 100 000 pour des raisons de forme, des pinaillages juridiques. Et l'autre moitié, enfin... les 25 000 qui ne partent pas non plus, c'est parce que certains États étrangers d'où ils viennent refusent de les reprendre. Et donc, on n'en expulse que 25 000. Mais ça n'a aucun rapport avec les 200 000 légaux. Ce que monsieur pourrait me dire, c'est que
sur ces 200 000 légaux, il y en a certains qui repartent un petit peu, mais c'est loin d'être 100 000. D'accord. Alors juste pour faire justement la transition avec ce que vous disiez aussi par rapport à ce qu'il aurait pu faire justement lors de son premier mandat, justement, s'il y avait bien une initiative qu'il n'aurait pas dû faire durant son premier mandat, c'est bien celle-ci. Et s'il doit la faire, c'est notamment sur son mandat. On sait très bien qu'un président qui est réélu, il va faire des choses beaucoup moins impopulaires lors de son second mandat. Tout à fait d'accord avec vous, Franck. Merci beaucoup. Oui, mais... Je suis très... Non, mais vous avez raison. Et justement, n'oubliez pas qu'il a été diabolisé au moment de son élection. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est Ségolène Royal qui a appelé à manifester contre lui. Donc il a été obligé de reprendre une partie de cette popularité qu'il avait perdue en faisant des réformes beaucoup un peu plus populaire, notamment très intelligente, avec le service minimum qui a permis de bloquer tous les syndicats. Il a derrière fait les retraites, il a derrière fait plein de choses. Parce qu'il y a Éric Zemmour. Franck, excusez-moi, je vous interromps, mais oui, c'est vrai, vous me tendez la perche, Franck. C'est vrai que vous dites froidement, Zemmour, il aurait dû faire ça, sur cette question-là, il aurait dû être une espèce de front national à visage démocratique et s'emparer des questions de l'immigration, d'accord avec vous, et des questions de la sécurité, d'accord avec vous. Sauf qu'il navigue dans un labyrinthe terrible, avec, encore une fois, j'entends ces accents de sincérité en ce moment à Sarkozy, avec face à lui des champs de contraintes d'une violence et d'une radicalité extrême. Ces champs de contraintes, c'est les corps intermédiaires qu'il fustige, c'est la presse dont on a parlé, vous et moi, et finalement, il est comme un coureur de fond qui a face à lui des petits obstacles invisibles, vous savez, sur sa ligne. Les autres courent tout droit, et lui, on le voit pas, mais il est obligé de slalomer parce qu'il a face à lui, des ennemis que la plupart des dirigeants européens n'ont pas. Il a face à lui, Sarkozy, une adversité terrible que les autres n'ont pas. Finalement, il a besoin d'être deux fois meilleur, deux fois meilleur que Cameron ou que Merkel. Alors, je vais. Oui, mais c'est pour ça qu'il fait une politique. Oui, mais les institutions françaises lui permettent aussi de faire tous beaucoup plus que Cameron ou Merkel. Faut savoir ça quand même. La 5e République, c'est pas rien pour la puissance du président. Je vais vous donner acte que sans doute que la France est le pays le plus difficile à gouverner et à réformer d'Europe. Mais, je pense aussi que ce n'était pas sa priorité. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un côté effet de campagne. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il avait d'autres priorités que ce qu'il avait dit en 2007 pour attirer les électeurs du Front National. Je pense qu'il a fait un peu des coups et que ses priorités étaient ailleurs, sur l'économique, sur le social, etc. Et que je pense que là-dessus, il n'a pas eu raison. Vous voyez, c'est ça notre désaccord. Mais si vous me dites que c'est très difficile de gouverner la France, je suis d'accord avec vous. Voilà, il est 13h44, on va faire un petit point sur le Brunet-Métry avant de passer la parole à Alice Desgorces. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que si vous avez un smartphone dans votre main, si vous avez un ordinateur à la maison, vous allez sur le site d'rmc.fr et vous votez. C'est très simple, c'est gratuit, c'est sur la home page, à côté de la grande photo principale, le Brunet-Métry, ça s'appelle, c'est pas un vote, c'est une consultation intéressante. Sur le plan statistique, elle nous apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'idée que je défends, face à Éric Zemmour, c'est que Sarkozy s'est plutôt bien replacé pour l'emporter. Voilà, et on fait un petit point là avec vous, Alice Desgorces, pour savoir quel est le score. La tendance. Un petit point d'étape avant le résultat final tout à l'heure, juste avant 14h. Oui. Je le rappelle, Éric Brunet, vous pensez que Nicolas Sarkozy s'est bien replacé hier à Villepinte pour l'emporter. Ça a un petit peu bougé depuis la dernière fois que je suis venue à ce micro pour vous faire le point. Pour le moment, vous êtes à 52% carrément d'accord avec Éric Brunet et donc à 48% carrément pas d'accord. Il vous reste un quart d'heure. On vous attend sur rmc.fr. Vous cliquez, vous votez, c'est gratuit. On vous attend. On se retrouve dans 1 minute avec l'ami Zemmour. 32-16, touche 1. Réagissez en direct sur RMC. Des mails, Alice Desgorces. Des mails, des réactions également sur la page Facebook Carrément Brunet RMC, comme ce petit commentaire d'Ali qui nous dit « Vous pouvez rêver, monsieur Brunet, Sarko a fait un grand show télévisé avec un discours rhétorique ne répondant même pas aux préoccupations des Français et vous pensez que ça y est, il aura réussi à convaincre les Antilles ? Je pense que vous sous-estimez le rejet du président de la République pour penser qu'une mise en scène, fût-elle grandiose, suffit à retourner le cerveau d'un peuple. » Voilà, Ali qui n'est donc pas du tout d'accord avec vous. Non, mais j'entends Ali, il a peut-être raison, moi je crois pas, mais ça manque pas de pertinence. Voilà, si le tout sauf Sarkozy est aussi solidement implémenté dans la société française, j'ai perdu, bien sûr, j'ai perdu ma réflexion.
continue avec un petit mail plutôt sympa de Yann qui nous a écrit de la Manche. L'adresse pour nous écrire, c'est carrémentbrunet@rmc.fr. Il nous dit: bonjour, je suis de gauche, mais j'apprécie de vous entendre tous les deux, Éric Brunet et Éric Zemmour. Lorsque les arguments sont développés et percutants, on appelle cela de la discussion intelligente. Cela change de la campagne. Voilà, c'est ce que nous dit Yann, qui nous a envoyé un mail à carrémentbrunet@rmc.fr. C'est ce qu'a fait également Jean-Paul. Lui nous a écrit de Gironde. 4 remarques, nous dit-il. 1. On assiste pour l'instant plus à un rejet de Sarkozy qu'une adhésion à Hollande. 2. Quelles que soient les réussites de son quinquennat, il est pénalisé par le fait d'être sortant et risque de perdre comme ses homologues. 3. Il suffit d'aller en librairie pour voir le déchaînement anti-Sarko. 4. Finalement, la droite aurait peut-être intérêt à passer dans l'opposition pour se régénérer, un peu comme une terre agricole qu'on a trop exploitée. Éloge de la jachère, c'est pas idiot du tout. Hein. Non, ils sont fins, vos auditeurs. Oui. Effectivement, ils continuent à nous écrire. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous continuez à nous écrire. L'adresse, c'est carrémentbrunet@rmc.fr. Vous réagissez sur la page Facebook de l'émission Carrément Brunet RMC. Et bien sûr, on vous attend au 32-16, le standard d'RMC. Il donne son opinion. Il ose dire ce qu'il pense. Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Je reçois aujourd'hui Éric Zemmour, qui est une personne que vous connaissez bien, les amis, hein, mais qui est l'auteur du Bûcher des Vaniteux aux éditions Albin Michel. Un journal de campagne, pourrait-on dire, le journal de bord de cette année surprenante, dit Éric Zemmour, inquiétante et mirobolante. Amusant cet adjectif, mirobolante. Pourquoi vous avez dit que c'est une année mirobolante? Parce que je trouve que il y avait des mirobolants. Vous savez, ça veut dire des choses, des gens complètement qui sortent de l'ordinaire, entre DSK, les dictateurs arabes, et puis d'autres mirobolants quand même, c'est nos grands technocrates, vous savez, européens, Trichet, Mario Monti. Voilà, vous avez vu, c'est l'année 2011 où on les a vus monter en première ligne. D'habitude, ils se cachent. C'est eux qui ont le pouvoir, mais ils se cachent derrière les politiques classiques. Et là, vous avez remarqué, ils sont montés au créneau. C'est le syndrome Raymond Barre. Le syndrome Raymond Barre. C'est même plus que ça. Pardonnez-moi, parce que Raymond Barre, il était appelé par un président de la République qui était élu par le peuple. Oui, là, eux, ils ont le pouvoir, alors que le peuple ne leur a rien donné. C'est vrai. Alors tiens, c'est la queue du Mickey, les amis. Je vais vous présenter un indécis qui s'appelle Benjamin et qui est vendéen. RMC Carrément Brunet, la queue du Mickey. Ah, y a-t-il? Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Éric Brunet, bonjour Éric Zemmour, bonjour aux auditeurs. Alors prenez votre téléphone s'il vous plaît dans la main gauche, levez la main droite et jurez-moi bien que vous êtes un indécis, Benjamin. Je suis un indécis, je le jure. Bon, on peut pas être de gauche en Vendée, non? Si, ça existe, des gens de gauche en Vendée? Bah, moi, peut-être que je me situerais plutôt à gauche, sachant que je suis un patron et que j'habite en Vendée, donc c'est un peu antinonyme les uns et les autres, donc je pense que je suis un melting pot aujourd'hui de la France, ce qu'elle est actuellement. L'homme paradoxal absolu, c'est Benjamin. Alors, Benjamin, qui a attrapé la queue du Mickey pour vous dans les dernières heures? Bah, je dirais qu'en prenant de la hauteur, en n'étant pas directement dans la confrontation brutale et avec un petit peu de douceur, je mettrais François Hollande devant. Voilà, par rapport, on va dire qu'actuellement on entend beaucoup parler depuis ce week-end par rapport à l'Europe, et qu'aujourd'hui je préfère entendre sur un discours l'Europe quelque chose où on pourrait peut-être discuter pour changer quelque chose, sur que quelque chose qui est déjà mis en place. Par exemple, je parle de Schengen, et qui ne pourrait de toute façon, pour être très modifié, très compliqué du fait d'être déjà ratifié. À côté de ça, aujourd'hui, je vous cache pas que d'entendre crier de partout, ça me fait peur, parce qu'on sait pas où on va, et je suis pas sûr que quelqu'un sache vraiment où on va, et que de ce côté-ci, par rapport à ça, aussi bien Marine Le Pen que Mélenchon crient très fort, je les entends, mais me font quand même peur à cause de ça. D'accord. Parce qu'ils crient trop. Et éloge du discernement et de la modération, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin, 32 ans. Vendée, Alice Desgorges, c'est 1 point de plus pour François Hollande dans notre grande course aux indécis. Je vous rappelle qu'on est à J-42, me semble-t-il, qu'on a commencé cela à J-100 et qu'on fera les comptes. On vous dira à quelques heures du premier tour, quel est le candidat qui a le plus séduit les indécis. Éric Zemmour, on va parler de votre relation à vous, tiens, polémiste de droite au président de la République. Dans votre bouquin Le Bûcher des Vaniteux, vous avez fait un portrait de Sarko qui est pas féroce, qui est pas tendre non plus. Je lis quelques passages. Il faut 60 ans pour faire un homme, disait Malraux. Il faut 5 ans pour faire un président. Trop long, trop tard, et puis un peu plus loin.
Tout se passe comme si le président de la fin du mandat brûlait ce qu'avait adoré le Sarkozy des débuts. Il était fasciné par l'Angleterre, le modèle anglais dominé par la finance et les dettes. Il finit dans les bras d'Angela Merkel, donnant le modèle allemand en exemple, rigueur budgétaire et ode à la réindustrialisation. Il faisait une politique de la demande, il prône désormais une politique de l'offre. Il est passé du libéralisme anglo-saxon à la rigueur prussienne, quoi. Oui, Renan. Mais c'est exactement ça. Et vous savez, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que il est arrivé en 2007 avec en tête un modèle économique qui était le modèle anglo-saxon qui resplendissait à l'époque. Mais si ce n'était que du pragmatisme, ce que vous décrivez là. Non. Si ce n'était que du pragmatisme. Mais pas seulement. Il a adapté sa position à une évolution de la situation. Ah oui, mais vous avez raison. Il a adapté sa position à l'évolution. Mais sauf que, vous savez, il n'y a pas que le pragmatisme dans la vie et dans politique. Il faut aussi une conduite, un objectif et surtout une ligne idéologique. Et il l'avait en 2007 quand il est arrivé, il l'a perdu avec la crise en 2008, et depuis, il godit, il a longtemps rechigné à adopter le modèle allemand, parce qu'il craignait exactement ce que dit Hollande et ce que dit la gauche aujourd'hui. Il craignait de détruire le seul moteur de la croissance française qui est la consommation. Donc vous voyez, tout ça, alors vous allez me dire c'est du pragmatisme, oui, mais aussi il n'a plus de boussole idéologique, et on le voit, ça lui manque. Vous le croisez de temps en temps ? Eh ben écoutez, pendant quelques temps, j'étais un peu persona non grata pour d'autres raisons différentes. Et puis j'ai déjeuné, j'étais invité à l'Élysée il y a 1 an de ça, à plusieurs reprises. C'était très très sympathique, très intéressant. On a pu discuter tout. C'était le moment de l'intervention de la Libye. J'ai pu lui dire que j'étais contre parce que ça allait amener et les islamistes et la destruction de la Libye, et que je suis contre l'ingérence humanitaire en général. Et il a été très courtois, c'est-à-dire qu'il m'a défendu ses arguments. Après tout, il a bien le droit, c'est lui le président. Et on a parlé aussi d'immigration, on a parlé de tas de choses, de livres, de films, etc. C'était très sympathique. Qu'est-ce que vous ferez quand Hollande sera élu, si j'en crois vos prophéties? Vous serez toujours ce polémiste de droite. Je vais pas. Mais vous deviendrez hollandophobe ou vous lui ferez crédit d'écouter ce qu'il... Je ne suis jamais phobe quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai que je pense que je sais d'avance que je serai en désaccord déjà avec toutes les mesures sociétales. Vous voyez, droit de vote des étrangers, mariage des homosexuels, adoption d'enfants par les couples homosexuels. Là, il nous a fait encore la suppression du mot race dans la Constitution. Là, je sais que déjà, je serai hostile à tout ça. Exactement. Merci beaucoup à Éric Zemmour qui signe Le bûcher des vaniteux chez Albin Michel. Ça vient de sortir, c'est le carnet de bord de cette année préélectorale. Et il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que c'était magnifiquement écrit, c'est la plume de Zemmour. Mais enfin ça, c'est induit dans le propos. Vous le savez, vous connaissez Zemmour. C'est taquin, c'est coquin, c'est féroce, c'est amusé. Parfois, c'est drôle, c'est très drôle. Voilà. Et vous retrouvez encore une fois toutes les stars qui ont traversé l'actualité de cette année 2011. Ça va jusqu'au début 2012. Merci beaucoup, Éric Zemmour. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent. Merci. Et vous êtes samedi prochain, vous revenez sur le plateau de Ruquier, dis donc. Oui, justement, pour présenter mon livre. Donc je suis invité cette semaine. Ça va être délicieux. On vous verra face à Audrey Pulvar. Merci. Salut, Éric. Allez, maintenant, il est 13h56 sur RMC, c'est Carrément Brunet. On fait pas le point, on donne le résultat final. C'est l'heure du résultat final du Brunet-Métrie. C'était sur rmc.fr. Je rappelle que selon vous, Éric Brunet, Nicolas Sarkozy s'est bien replacé hier lors de son meeting à Villepinte pour emporter l'élection présidentielle. Donc, résultat final, Éric, vous avez convaincu d'une courte tête, puisque vous qui nous écoutez, vous êtes à 52% carrément d'accord. Éric, je joue à domicile, c'est pas on aura le match retour. En triomphe sans gloire. Merci, à demain. Aidez-moi. Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour tout renverser. 2 mois pour faire triompher la vérité. 2 mois pour les faire mentir. Aidez-moi. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet.